Jamono jamono yakule du wes. Jamono jamono am du wes. Dundu dal bu jeexul waxu sil warul fan. Les Sénégalaises ont la réputation d'être les femmes les plus élégantes d'Afrique de l'Ouest. Port altier, démarches chaloupées, elles créent autour d'elles un monde de couleurs et de senteurs qui laissent dans leur sillage la trace persistante de leur passage. Redoutables séductrices, elles déploient des trésors d'imagination pour faire succomber les hommes à leur charme. Légères, les Sénégalaises? Loin s'en faut. Dans un pays majoritairement musulman, où les conventions sociales pèsent de tout leur poids sur leurs épaules, séduire s'apparente souvent à une manière d'exister. Chacun a son sens esthétique, mais la beauté, c'est quelque part des codes, même s'ils ne sont pas écrits. Dans notre langue, qui est le Wolof, c'est le même mot qu'on utilise pour parler de beau et de bien. Le beau est forcément bien, le bien est forcément beau. C'est ce paramètre-là, c'est ça l'élégance. Alors c'est dans les attitudes, c'est dans les comportements, c'est dans la façon de se présenter à autrui et de frayer avec autrui. C'est une façon de dire à l'autre, je vous considère, voilà. Dans mon Saint-Louis natal, lorsqu'on parle d'une personne qui symbolise l'élégance, le bon goût, on dit dafay dox ndank di wax ndank. Ndank, ça veut dire doucement. Ça veut dire elle parle doucement, c'est-à-dire elle sait comment s'exprimer avec mesure. Et elle, quand on dit elle marche doucement, c'est-à-dire qu'elle a de la distinction et de la mesure. Le mot mesure, équilibre, revient à tout moment. Mes parents, je leur rends ici hommage, ils m'ont transmis, je crois, le sens, je crois, de l'équilibre. Ou en tout cas la quête de l'équilibre. À quelques encablures de Dakar, l'île de Gorée résonne des échos d'un monde perdu. Gorée est un lieu hors du temps, un conservatoire du bon goût et des bons usages de la société sénégalaise traditionnelle. Tu vas la rater, hein? Les femmes sénégalaises sont très élégantes. Leur façon de faire, leur démarche. Avec les grands boubous, on marche doucement, on prend une partie. Donc, c'est ça qu'on nous a appris, c'est ça on a grandi avec. Je ne me suis pas fait beaucoup d'efforts pour porter mon grand boubou. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour ma démarche parce que tout est naturel. Vous voyez que c'est beau, mais c'est naturel, c'est du tic au tac. J'ai beaucoup pris de ma mère. Ce n'est pas une chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas une chose qu'on apprend comme ça. Parfois, les filles qui font les défilés de mode, on les apprend comment marcher, comment parler, comment se tenir. Mais moi, je n'ai pas fait l'école de mode. C'est quelque chose que j'ai hérité de ma famille. Moi, je pense que la beauté, ce n'est pas que les traits. Je pense que la beauté de la personne, c'est à l'intérieur.
c'est dans la tête. On peut être belle et bête. Quand on est belle et qu'on ne sait pas comment parler avec les gens, on ne sait pas comment se comporter, finalement, les gens ne peuvent pas voir ta beauté. Il faut savoir se mettre en valeur. Moi, je me dis que toutes les femmes sont belles, c'est que des perles. Il faut s'aimer d'abord, avant que les autres t'aiment. Si tu t'aimes, tu pourras t'occuper de ta personne, tu pourras bien te mettre en valeur. Et c'est ça qui est important. C'est bon de se maquiller, mais le naturel, il n'y a rien de plus beau. Là, je me suis mis des crayons, j'ai mis le Annie, c'est une poudre qu'on utilisait du temps de ma grand-mère, elle s'appelle Annie. Donc c'est un bleu foncé, bleu marine. Donc je n'ai pas fait le rouge à lèvres, c'est ça que j'ai utilisé. Mais je n'ai pas mis de la poudre sur ma peau. Parfois j'en mets. Mais le naturel, il n'y a rien de plus joli. Pour moi. Parce que le bon Dieu, il est le meilleur créateur. Il est le créateur. Il t'a créé. Donc, il faut se contenter de ce que tu es. Et ça, tu t'aimes, tu te respectes, tu te contentes comme tu es naturel, tu es belle. Ça va bien. Cette fille-là, elle est venue chez moi, elle avait déjà le polio. Mais je l'ai amenée faire une formation. Elle a fait une formation en couture, elle a fait une formation en batik. Et je la forme à faire des colliers. Et je lui dis, tu ne restes pas à la maison et je ne t'ordonne pas que tu vas tendre la main. Toi, tu es handicapé. Tu as les mains. C'est les pieds, tu as problème. Et je lui dis à chaque fois, personne n'a plus que toi. C'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle ne doit pas se mettre en valeur. Non. Tu dois être digne, tu dois être belle, tu es belle déjà. Ça, je l'ai mise dans ta tête. Dans la dignité, il y a tout. Des fois, les moyens manquent, mais on est obligé de se faire belle pour ne pas être la dernière ou bien la plus moche du groupe, pour être la première au top. Des fois, tu vois, entre copines, on se copie sur une personne parce que c'est elle qui est plus fashion, qui est plus belle. Là, on est obligé de tout le temps se maquiller discrètement, se faire belle. Se sentir belle, c'est à chaque fois de changer, de faire les têtes, faire la shopping, faire les ongles, prendre des traitements pour faire les cheveux. Ça nous fait vivre. Moi, j'aime pas être trop sexy, porter les habits indécents. J'aime pas et je me réfère à ma tradition. Dans notre tradition, on n'est pas
appelé à mettre des trucs serrés là où on peut voir notre corps. Des fois, tu vois des filles qui mettent des jeans serrés ou bien de petites jupes. Leur jambe est d'or. Nos parents n'aiment pas ça. Ils nous déconseillent de faire ça. Vous êtes musulmans, vous êtes dans une bonne famille, il faut porter des habits corrects et décents. Parce qu'on peut être sexy de par ses gestes, de par ses paroles, tu vois un peu, de par ses trucs, de par tes yeux. Si tu viens, tu dis, ça va, tu veux manger quoi? Tu veux que je prépare quoi, chérie? Il rit. Et c'est fini parce que tu as fait des femmes, tu as fait comme ça pour l'attirer. Ou bien si tu maîtrises ton mec, il est fâché contre toi, par exemple, comme ce qu'elle a dit. Tu dis rien, tu gardes ça, tu dis rien. Toi aussi, tu es fâché. Mais tu fais un geste, c'est lui qui vient vers toi. Ça l'attire, quoi. Tu montres tes trucs, tes gens, tes fesses. Et là, tu l'as eu. C'est fini. C'est de ça qu'on parle quand on dit les femmes des Sénégalaises. Chaque femme a sa façon de garder son mec. Chaque femme a sa façon de charmer, de séduire. C'est ça. Alors que les Occidentaux, les femmes n'ont pas ça. Hein? Elles savent pas. À la nuit tombée, dans le quartier de Gueule-Tapée, les tambours annoncent la tenue d'un sabar. Un sabar est une fête entre femmes, organisée par une drianké, un personnage socialement reconnu dans son quartier. Lors d'un sabar, on danse, on se regarde, on se juge, chacune s'efforçant d'être la plus belle, la plus désirable. Moi, ça me fait plaisir, hein, parce que avoir tes amis, inviter tout le monde, la fête était belle, je suis contente, elles sont contentes, tout le monde est satisfait. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas organisé une sabar. Il y a même mes copines qui me disent, nous, on avait arrêté de danser, mais aujourd'hui, tu nous as fait danser jusqu'à avoir mal aux pieds. Moi, ça me fait plaisir, hein. Le foulard, chez nous, ça complète le toilette traditionnel. Tu ne peux pas acheter un boubou sans foulard. Une bonne odeur, ça fait vivre. Notre tradition, c'est ça. Le matin, tu dois sortir, tu prends ton boubou, tu mets l'encens, ça prend l'odeur du laçon, tu te laves, tu sors, tu mets tes trucs, tu t'habilles. Là où tu passes, tu laisses l'odeur du laçon. Et c'est ça la femme sénégalaise. Ah, cette dame-là, chaque fois qu'elle passe, il y a une bonne odeur. C'est ça qui fait le charme d'une femme. Toute femme a sa façon de séduire un homme. Toute femme. Comme je le dis, il y a la façon de séduire un homme dans les quartiers, dans les rues, quoi. Il y a aussi une façon de séduire un homme quand vous êtes seul dans la chambre. Tu sais qu'un homme aussi a besoin d'une bonne odeur. Chaque fois que tu bouges sur le lit, tu as une bonne odeur. J'espère que tu ne vas pas partir.
Voilà, c'est ça qu'on cherche. Une drianké, ça veut dire d'être une grande dame, tout à fait belle. Il y a les petits-enfants qui te voient dans le quartier et ils rêvent d'être comme toi. C'est d'abord avoir un bon mari, être respecté d'ailleurs, mettre tes enfants dans de bonnes conditions, une dame qui donne des bons exemples dans ce quartier, réussir dans toutes les entreprises d'âme. C'est ça qu'on dit une grande drianké chez nous, ici au Sénégal. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas être vieillis, ils veulent toujours garder leur ligne, mettre des pantalons, aller dans les boîtes de nuit. On ne rêve pas d'être une drianké. Quand je commençais, j'ai sorti mon premier album. J'étais obligée de suivre le modèle occidental. C'est-à-dire, il fallait ressembler aux stars américaines. Donc, j'étais obligée de mettre des tissages. C'est des cheveux naturels, hyper longs et lisses à la Naomi Campbell. Donc, il fallait ressembler à ça pour pouvoir se frayer une place dans la musique sénégalaise moderne. Mais avec le temps, j'ai beaucoup évolué. Avec les voyages que j'ai faits, j'ai beaucoup évolué et je veux ressembler à moi-même. Je ne veux plus me traverser pour être quelqu'une que je suis loin d'être et quelqu'une que je ne ressemble pas du tout. Maintenant, je n'ai plus envie de me fatiguer, de dépenser une manne financière pour acheter des cheveux naturels ou bien pour acheter ou bien pour me dépigmenter la peau pour devenir plus claire. Parce qu'aussi, il faut être d'accord sur un fait. Au Sénégal, les hommes préfèrent les femmes de teint clair. Si je dis la femme de teint clair, je ne dis pas trop la femme blanche, mais la femme qui a un teint métissé, bronzé, comme les latinas. Ces genres de femmes font rêver l'Africain, et je dirais plus particulièrement le Sénégalais. Donc, les gens ont honte de ressembler à un Africain. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Honte d'avoir un nez épaté, honte d'être noir, honte d'avoir des cheveux crépus. Des fois, quand tu deviens noir, tout noir, les gens te posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème. Tu as noirci ces temps-ci. Donc, être noir, c'est synonyme de ça ne va pas, j'ai plus d'argent. Parce que quand tu te dépigmentes, tu as de l'argent, tu te dépigmentes la peau. C'est parce que tu as de l'argent, tu es indépendante, tout le monde t'aime, tout le monde te pointe du doigt, on te voit. Donc, facilement, les hommes vont venir vers toi, te dire que tu es belle, qu'ils aimeraient être avec toi. Comme s'il suffisait juste d'être belle dans la vie, on est descendu sur terre que pour être belle, quoi. Jamono, jamono, yakule duwes. Jamono, jamono, am duwes. Dundu dal bu jeexul woon, waxu sil warul fan. J'étais avec mes sœurs qui faisaient de la dépigmentation. C'est ce qui m'a poussé à le faire. Donc c'est par oui. mimétisme, on oui. peut dire. Oui. Ouais, ça c'est courant aussi. Oui, c'est ça seulement. Mais j'étais claire. Vous êtes claire? Oui. Ouais, mais je l'ai fait depuis 2008. Vous avez arrêté? Oui, j'ai arrêté. Donc à part les vergetures, vous n'avez pas eu de complications? Non. Peut-être que ça peut régresser. Mais on va vous aider quand même avec des traitements. D'accord. Vous venez par là, je vais vous aider. D'accord. C'est important d'insister sur un phénomène d'addiction qu'on retrouve chez ces femmes qui utilisent la dépigmentation artificielle. Parce que c'est très difficile de l'interrompre. C'est bon?
Parce qu'il faut avouer quand même qu'il y a une souffrance morale importante de ces femmes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Faudrait-il arrêter les produits? Auquel cas on a des complications, on a des réactions de l'entourage. Ou bien faudrait-il continuer ad vitam aeternam en sachant qu'on va droit vers la destruction, l'autodestruction. Donc c'est très difficile pour ces femmes, ce vécu. Et les femmes interrogées avouent souvent que ce sont les maris eux-mêmes qui vont acheter les produits dépigmentants. Et ce sont ces mêmes maris qui vont délaisser leur épouse quand elles arrêtent de se dépigmenter. Et il y a même des petites histoires qu'on raconte. C'est-à-dire que si on veut être bien servi au cours des cérémonies religieuses ou bien des événements festifs, il faut être clair parce que ce sont les femmes claires qui se mettent à l'avant, qui sont servies les premières par rapport aux femmes qui sont encore restées toutes noires. Et justement, dans cette enquête qualitative menée en 2006, à la question de savoir quel est le teint idéal recherché par les femmes, c'était toujours le teint marron. Ce teint marron recherché par les femmes noires était le teint marron recherché par les blanches qui utilisent les cabines bronzage UV. Et on a parlé de métissage universel. Chacun voulait avoir cette peau marron, aussi bien les femmes noires que les femmes claires. Les hommes sénégalais sont des complexes pour moi. Parce que si je suis avec une copine qui est plus claire que moi, je ne me fais même pas remarquer. On ne me voit même pas. Je dis, oh, tu as vu cette fille comme elle est belle, comme elle est... Il n'y a pas de taches sur ses jambes, elle est tellement claire. Mais si tu portes une short, tu es noire, il dit, je ne l'aime pas. Elle est tellement noire, je ne l'aime pas, elle ne me plaît pas. Moi, j'aime une fille claire. C'est des complexes. Tu te sens pas à l'aise. Tu dis que tu n'es pas belle parce que ma copine maman, elle utilise quelque chose. Elle a un teint clair. Tout ce qu'elle met, c'est joli. Pour faire des maquillages, elle met un peu de poudre, ça va. Mais si tu es noire, pour faire les maquillages, tu te sens pas belle. Tu vas te dire que c'est moche parce que ma peau est trop noire. J'en ai fait 10, je crois. Comment le métrage, le tissu et les tissus qui vont avec. Là, il faut enlever aux fleurs. Hein? Oui. Ça, c'est la collection de la Tabaski, la fête du mouton. Quand je fais une collection, je passe à toutes les femmes, pas seulement les femmes africaines, mais les femmes européennes aussi. J'essaie de mélanger souvent la culture africaine et la culture européenne. J'essaie de faire des robes boubou, tu vois, un boubou qui n'est pas large, qui s'arrête aux manches, qui est facile à porter et avec des mouvements. Mais j'essaie toujours de montrer la culture, surtout africaine. Les gens qui parlent de moi, de ma collection, ils parlent toujours de la forme. À la façon, moi je le crée, que je le porte, que les filles le portent, c'est correct, il n'y a pas de fente exagérée, il n'y a pas de... C'est glamour. Bon, nous, je veux dire que les musulmans ou les croyants, en général, même si on est jeune, on est obligé de faire attention de notre habillement. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Moi, quand j'avais 18 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai mis des mini-robes, des trucs comme ça. Mais même avant 50 ans, 35 ans, par là, je ne pouvais plus le mettre. 30 ans, même 30 ans, je ne le mettais plus. Tu vois,
une fois qu'on est marié, je pense quand on est jeune et quand on est marié, une fois qu'on est marié, tout change. Parce que ça dépend du mari. Le mari n'acceptera pas que vous mettez ceci ou cela. C'est le mari qui vous guide, qui vous éduque en fonction de lui et ce qu'il veut. Parce qu'une femme, quand on vous élève, quand on vous éduque, quand vous êtes jeune, quand vous êtes un enfant, on vous dit, c'est comme ça que vous devez vous tenir. Vous devez, comment une femme doit se mettre, comment il doit parler, comment il doit se mettre quand il y a des gens. C'est ça, quoi. Et marcher, on marche, on ne court pas. Une femme ne court pas, comme exemple. Souvent, on nous disait quand on était jeune, une femme qui court ne trouvera pas le mari. Tu vois, ça fait que ça, même si c'est pas, ça fait partie de l'éducation. Quand vous allez, comme par exemple, à Saint-Louis, quand vous allez à Gorée, même nous, moi je suis de Diourbel, tu vois, je ne suis pas de Dakar, mais on admirait ces femmes-là. Comme par exemple, même dans notre Sénégal, les démarches sont différentes. Et c'est une façon de marcher qui est noble. Vous sentez que les femmes sont rassurées, sont vraiment rassurées d'eux-mêmes et se font confiance. Il y a des brodeurs, comme exemple ce que vous voyez en broderie là. C'est-à-dire, moi, je fais les lignes, je fais mon croquis et le reste, c'est eux qui le font. Le modèle n'est pas dessiné, c'est dans leur tête. C'est ça, c'est un don. Au Sénégal, je dis souvent que les gouvernants ne savent pas ce qu'ils ont, tu vois, parce que on n'a pas de diamants, on n'a pas d'or. Mais quand vous allez dans la rue, vous allez dans le marché, vous voyez les couturiers, les tailleurs dans leur machine. Ils coupent sur la machine et ils le montent, et c'est le même vêtement que ce que j'ai là, ici. Sans le couper, il n'y a pas de patron, il n'y a rien. Mais levé, le modèle est fait le soir. C'est un don de Dieu. C'est des talents, il y a beaucoup de talents. Mais malheureusement, il n'y a pas de retour par rapport à ça, quoi. Au Sénégal, les femmes sont très actives, mais restent le plus souvent dans une position de dépendance par rapport aux hommes, à la fois d'un point de vue économique, mais également symbolique. Difficile pour une femme de se faire reconnaître, écouter ou respecter si elle n'est pas mariée. C'est bon. Deux femmes au parcours différent se sont retrouvées à l'Assemblée nationale. Elles ont participé à la rencontre et toutes deux magnifient ce renforcement de capacité. ñaari jigéen nekk foofu ci Assemblée nationale ñoom nag nekk ci benn séminaire ñu ngi ñuy wax nag ñoom ñooy ñan. Se sont retrouvées à l'Assemblée nationale. Toutes les femmes sénégalaises, au quotidien, elles font tout pour quand même être à la hauteur de la beauté. Surtout ici, c'est comme de la concurrence. Ah, tu es jolie. Tu l'as acheté où? Ah, tes cheveux. Même quand tu peux voir un collègue, tu le vois 2 à 3 fois parfois, il n'est pas très bien huppé, tu lui dis, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des problèmes? Tu es malade? Tu as des soucis? Ah, parce que ces temps-ci, hein, on ne te voit plus sur ton 31, hein, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah oui, j'ai quelques soucis. C'est-à-dire, quand tu fais pas un port assez adéquat, comme on a l'habitude de te voir, on te pose la question, tu as des problèmes? Tu as des soucis? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas te permettre de venir au boulot de façon relax. Il faut se mettre vraiment en valeur, il faut s'habiller, il faut sentir bon. Parce que nous, en tant que femmes africaines, les hommes aiment que les femmes sentent bon. Ça attire les hommes, ça les attire. Même une femme avec un pagne comme ça, la démarche, tout ça, ça joue, ça attire les hommes. Il y en a même qui font des tatouages sur les pieds ou bien sur la main. Ça, c'est les dames, on les appelle les drianké.
d'un âge mûr. Elles ont la quarantaine, 35 ans. J'aimerais beaucoup être de cette catégorie de femmes-là. J'ai toujours rêvé d'avoir cette... Parce qu'en fait, c'est l'âge où la femme, vraiment, elle est présente, elle est dominante. Elle a les hommes à ses pieds. En fait, la concurrence, c'est quoi? Si tu as un mari, c'est à chaque fois d'avoir ton homme à tes pieds. Et pour avoir ton homme à tes pieds, il faut vraiment un arsenal de tout pour quand même pousser ces hommes-là à être à tes pieds. J'ai voulu remettre en fait en scène plusieurs personnalités de femmes. En fait, ce qui est revendiqué, aussi ce qu'elles acceptent dans la société, dans la vie, dans la maison, comment on accepte les choses, comment on veut être. Voilà. En fait, j'essaie de ne pas être critique, puisque certaines qui trouvent normale leur situation. Voilà, je dois m'habiller comme ça, je dois parler comme ça, je dois m'asseoir comme ça, je dois regarder les gens comme ça, parce que les regards sont très différents aussi. Tu n'as pas le droit de regarder les gens droit dans les yeux. C'est chacune qui accepte et qui trouve normal de se plier aux règles, de se mettre par exemple à genoux pour donner à boire au mari, que c'est obligé, voilà, c'est... Donc c'est pas... Finalement, on se plaint pas. Certes, on revendique et en même temps aussi, d'un côté, ça dépend de ce qui nous arrange en fait. Quand ça nous arrange pas, ben voilà. Et donc moi, je suis entre les deux. Je suis entre les deux parce que je suis obligée et parce que aussi, je le veux et je veux pas aussi. Et qu'en évoluant avec mon mari qui est congolais, c'est plus facile. Je pense que ça aurait été plus compliqué si j'avais un mari sénégalais, ça aurait été plus compliqué. J'aurais fait autre chose, je pense. Et voilà. On ne peut pas parler de la femme sénégalaise sans pour autant parler de la polygamie. Parce que c'est l'une des plus grandes souffrances de la femme sénégalaise. Parce que quand le mari il vient et dit « on t'a trouvé une seconde femme », il n'en parle même pas d'avance à la femme. Et en général, il attend que la femme atteigne la cinquantaine, qu'elle soit un peu vieille pour trouver une plus jeune femme qui a l'âge de sa fille. Donc c'est un choc pour les dames en général. Ça les choque et ça crée des problèmes dans la famille, ça crée des problèmes avec les enfants aussi, qui ne vont pas supporter de voir que leur tante à leur âge, par exemple. Moi, je ne pourrais jamais supporter ça. Si mon père nous faisait ça, ça allait être ma plus grande déception, quoi. Parce que je ne peux pas supporter qu'une femme de mon âge vienne rivaliser avec ma mère.
Donc ça pose tout le temps des problèmes. Mes seules préoccupations sont comment je dois faire pour que je sois la préférée de mon mari, comment je dois faire pour surpasser les autres, mes rivales, quoi. Et je me dis que c'est dans la concurrence que se fait la différence. Et si on est seul, il n'y a pas de concurrence. Et si on est 2, si on est 3, si on est 4, c'est bon. Ça donne envie de se surpasser. Pour que tu sois toujours la préférée, il faut toujours avoir des trucs et astuces de femme. À la sénégalaise, bien sûr. Donc la nuit aussi, mais il faut mettre 4 ou 6. Et ça agrémente. C'est des sons, quoi. On met ça comme ça. En fait, on les appelle chez nous des armes de séduction. C'est comme aller à la guerre, quoi. Et chacun a sa manière, chacun a son petit secret de femme. Les pagnes à la sénégalaise, moi j'en ai plein. C'est des pagnes que les femmes portent la nuit. En fait, des pagnes qui en disent long, avec des trous, qui montrent carrément la féminité de la femme. Ça s'appelle Kayitu Kerki. C'est donne-moi le titre foncier de la maison. Quand je porte ça, c'est le titre. Donne-moi le titre foncier. Et quand je mets la jupe là, c'est je te renouvelle tout mon amour. Tout mon amour est pour toi. Ça c'est chérie, ne me quitte pas. Ne me quitte jamais. Pourquoi je préférais être dans un ménage polygame? Je préfère savoir mon mec avec une autre femme que de le savoir dans la rue avec n'importe quelle fille. Parce qu'on est musulmans, nos hommes, quand même, ils ont le courage de dire « ouais, je vais avoir 3 ». Il y en a qui ont même 4. Mais chez les autres, ils se cachent sous cette voile. Ils ont des maîtresses. C'est la même chose, hein? C'est la polygamie déguisée pour moi. Et là, moi, la seule chose qui me tranquillise, c'est quoi? Même si je suis deuxième épouse, même si je le partage avec d'autres femmes, dans ma tête, je suis la seule femme dans sa vie. Et tout ce qu'une autre femme peut faire, moi, je peux le faire. Je peux le faire même mieux. J'ai choisi de faire la lingerie parce que je suis styliste, parce qu'on est un peu dans une ambiance de séduction par rapport aux fêtes, même dans les mariages, les baptêmes, etc. On voit toujours que nous avons les griottes qui nous montrent un peu comment mieux ferrer notre époux, comment utiliser les pagnes, comment utiliser les perles, etc. Les femmes ont tendance à se servir un peu de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui se limite dans la chambre entre eux, je veux dire dans l'intimité entre le mari et la femme. Donc c'est le seul moment, on va dire, où la femme prend le pouvoir sur l'homme. Parce que quand on est en public, il faut toujours que nous jouions à la femme, entre guillemets, soumise. C'est-à-dire montrer la femme parfaite, qui accueille bien la belle famille, qui s'occupe bien de son mari, qui est aux petits soins. Oui, ça, la femme sénégalaise, elle aime le faire. Elle le fait, mais elle aime le faire. Elles aimeraient que leur homme mette aussi un peu de piment dans la vie de couple, mais pas à égalité. Pas à égalité. Parce qu'un homme reste un homme dans notre culture. Et c'est lui qui porte le pantalon, c'est lui, il a même un côté un peu macho. Et nous, on aime s'occuper de notre homme. Parce que c'est vrai qu'on a été tellement formés, éduqués dans une dynamique de voilà, il faut le satisfaire, il faut faire ceci pour lui, il faut faire cela.
toujours pour le plaisir de l'homme. Ça, c'est évidemment, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Voilà, c'est d'abord l'homme, l'homme, l'homme. La consultation de sexologie, c'est de voir quelqu'un qui vient pour un dysfonctionnement au niveau de sa sexualité. Après être passé par le marabout, parce que peut-être que c'est la coépouse qui a fait qu'il se passe telle chose entre mon partenaire. Et après avoir bu des produits aphrodisiaques, et vous voyez, c'est comme si leur corps ne leur appartenait pas. Le corps appartient au marabout, le corps appartient au tradipraticien, le corps appartient, il faut prendre des aphrodisiaques pour que mon corps réagisse. Et qu'est-ce que moi-même, qu'est-ce que la femme elle-même, qu'est-ce que l'homme même fait de son propre corps? Il n'y a rien à ce niveau-là. Et donc c'est là le problème, c'est de bien différencier séduction et sensualité, parce qu'il y a un amalgame dans la société sénégalaise entre séduction et sensualité. La séduction a une limite. Et à partir du moment qu'on a réussi à séduire la personne et qu'il y a un rapprochement, là commence la sensualité. Et c'est cette partie qui n'est pas visible, cette partie qui n'est pas discutée, cette partie qui n'est pas dite dans notre société sénégalaise. Autant pour les hommes que pour les femmes. Cette femme sénégalaise qui s'habille, qui montre sa beauté extérieure, qui a de belles formes, et pendant les danses qui s'exprime avec ça. Cette même femme, qu'est-ce qu'elle a par rapport à son propre corps? C'est ça le problème. Cette beauté physique, qu'est-ce qu'elle-même, elle en fait pour elle-même? Cette même femme qui est mariée jeune, qui n'a pas de plaisir sexuel, on lui a appris à ne pas frustrer le partenaire. Et qui fait que même si elle n'a pas de plaisir, même si pendant les caresses, elle ne ressent rien, alors que la séduction a fonctionné, elle ne peut pas dire au partenaire qu'elle ne ressent rien. Parce qu'elle ne veut pas le frustrer. Elles le disent comme ça. Je ne veux pas le frustrer, donc je me tais. Elle va se taire pendant des années, mais après, à un moment donné, ce n'est plus possible. Il faut faire quelque chose. On peut dire que l'homme et la femme tombent dans leur propre piège à un moment donné. Les gens semblent être dans quelque chose qui est acquis. Et c'est là le danger. Il n'y a jamais rien d'acquis dans une relation jusqu'à 90 ans. Et donc, le fait de s'occuper de son foyer, s'occuper de son partenaire, de s'oublier, et pour l'homme, de se laisser bichonner par sa femme, que tout soit bien fait, que sa femme s'occupe de ses parents, et que l'affectivité n'est pas en place, et qu'il trouve l'affectivité dehors, il peut épouser, il a le droit d'épouser cette femme-là. Il se fait piéger dans le sens où même celui qui a 4 femmes peut se plaindre, peut venir se plaindre en disant « Vous voyez, j'ai 50 ans, mais j'ai des problèmes sexuels. Et pourtant, avant, je n'en avais pas. Mais je ne comprends pas les femmes. J'ai épousé une parce qu'elle n'écoute pas ce que je lui dis. Puis j'ai écouté une Wolof parce que je pensais que comme ma femme, elle n'est pas Wolof, c'est pour ça qu'elle n'est pas très érotique. Et pourtant, ça se passe comme ça. Et j'ai épousé une 3e et une 4e. Mais vous savez, les femmes sont terribles, les femmes. Ils ne se rendent pas compte que ce ne sont pas les femmes, que c'est lui. Et qu'il a été piégé par ce rôle qu'on lui a donné qui fait que toujours avoir le pouvoir, avoir le dessus sur ce qui se dit et ne pas laisser d'espace pour les partenaires, d'espace d'expression. Il faut savoir quelles sont les attentes de sa femme, quelles sont les attentes du mari. Ça fait plaisir à son mari et ça fait partie de la culture. À l'au-delà, c'est là-bas que Dieu va nous donner ce qu'on a récolté, je ne sais pas comment dire, ce qu'on a fait. C'est là-bas que ça va jouer, oui, à l'au-delà. C'est pour cela qu'on séduit les hommes. On fait ce qu'ils veulent, nos maris, toutes ces choses-là. C'est ça. Si on veut rester seul avec son homme, il faudra utiliser ces trucs-là. Ces perles, il y a des façons, des façons, oui, des estrages.
beaucoup de couleurs qui reflètent au fond de la nuit, trucs de multicolores. Mais on n'est pas mariés. Hein? Comment on était célibataires? En fait, on regarde la télé, toutes ces choses-là. On est près de nos mamans, nos grands-mères qui nous apprennent ça avant qu'on se marie, c'est ça. Nous venons d'une longue tradition de femmes bâtisseuses, de femmes nourricières de toute la communauté. Elles sont agricultrices, elles sont commerçantes, elles sont éleveuses, elles s'occupent de tout. Et ce que je vois, ce sont des femmes qui sont très à l'aise dans leur corps, et qui peuvent poser, qui sont au marché avec juste un pagne autour des reins, donc poitrine nue, quel que soit d'ailleurs le type de poitrine, des vieilles femmes, des jeunes femmes, des enfants. Vraiment, ça montre qu'il n'y avait pas encore ce code vestimentaire qui imposait de se voiler complètement. Donc, nos valeurs, la décence, c'était un comportement, ce n'était pas un vêtement. Parce que quand c'est un vêtement, c'est un peu tartuffe, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. On se cache derrière un vêtement. Non, on ne se cachait pas derrière un vêtement. Il fallait montrer par son comportement que l'on était quelqu'un de bien, quelqu'un de digne, quelqu'un d'honnête, de droit. Quelqu'un qui peut défendre les armes à la main, s'il le faut, son royaume, que l'on soit un homme ou une femme. Toute l'économie de la communauté reposait sur nous. Il faut savoir aussi que dans notre tradition, la terre était sacrée, le bétail était sacré. On ne vendait ni la terre ni le bétail. Et la terre, comme le bétail, appartenait aux femmes. Et nous en étions les gardiennes. Et ces lingères, par exemple, j'ai ici une sculpture de la lingère Ngone Latyr, et on voit sa sculpture de cette femme qui se tient altière sur son trône avec sa pipe, qui est très, très, très sûre d'elle, qui en impose par sa présence. Et puis il y a sa petite fille, la fille de Latsuka Bengonedie, qui était à la tête de l'armée de son père, quand son père était déjà vieux. Et elle a comme ça sauvé le royaume de son père. Donc moi, ce sont ces images que j'ai. Et moi, mon combat de féministe, ça a été, et d'enseignante-chercheur, ça a été d'aller faire de la recherche maintenant, pour aller montrer, avec des documents, qu'est-ce que c'était notre tradition, quelle était notre vision de la société, et la place de l'être humain et des femmes dans ces sociétés-là. Et ça demande de faire de la recherche, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça a disparu. Donc, à un moment donné, dans un de mes livres, dans l'introduction, je dis c'est comme faire de la recherche archéologique. Et quand on dit archéologie, c'est qu'on parle de ce qui est disparu, enterré. Donc, il n'y a plus que des ruines. Et je dis que la place qu'on a eue avant dans notre société, il n'y a plus que des ruines maintenant. Qu'il faut aller maintenant chercher, fouiller ces ruines pour rétablir ce que nous étions avant.